Dans cet épisode, Régent nous raconte l'histoire autour d'une photo sinistre et funèbre. En 1975, sur la rue Wolfe à Montréal, il se retrouve au cœur de l'action pour photographier le risque de suicide d'un individu en pleine crise. Un moment qui suscite encore des émotions pour le photographe, même à ce jour. Régent nous confie comment il a vécu ce moment troublant et nous partage son rapport à la mort à travers l'exercice de son métier. Je suis Rémi et vous écoutez Autour d'une photo, le balado. L'image que tu as sélectionnée, elle est quand même assez intense. On voit que c'est un corps qui est en chute libre à travers des branches d'arbres. C'est quoi exactement le contexte de cette photo-là? C'est une photo assez tragique, là. C'est une photo d'un suicidé qui est tombé en bas d'un arbre. C'est pendant une journée de patrouille là, au centre-ville de Montréal. Là, et l'appel demandait à une autopatrouille de se rendre sur les lieux, rencontrer des policiers pris sur les lieux d'un incendie depuis 1 heure. Là, la curiosité, c'est que je me suis dit, j'ai pas entendu sur les ondes des pompiers qu'il y avait un incendie sur la rue Wolfe. Aucun détail mentionnait qu'il y avait un incendie dans ce secteur-là. C'est quand même étrange. Tu me dis que sur les ondes, ils disent qu'il y a un incendie, mais il n'y en a pas. C'est quoi la tactique derrière cet appel-là? Et c'est ça qui a attiré mon attention. Normalement, je ne me serais jamais rendu sur les lieux voir ce qui se passait. Il n'y avait pas d'incendie qui avait été annoncé et on demandait des policiers d'aller rencontrer d'autres policiers sur les lieux d'un incendie. Alors là, je me suis dit, je vais au moins aller voir ce qui se passe, même si je n'étais pas à proximité. C'est un peu la façon d'opérer pour un photographe de faits divers, c'est d'essayer de trouver la nouvelle. Il n'y en avait pas en l'écoutant, mais en arrivant sur les lieux, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'assez important qui se passait. La façon de l'annoncer par le répartiteur là, sur les ondes, là, c'est j'imagine qu'il ne voulait pas attirer des badauds. C'est un homme qui voulait mettre fin à ses jours, alors on tentait par tous les moyens de le dissuader. Alors l'appel a été lancé de façon plus anonyme. Est-ce que tu te souviens si tu étais dans le secteur quand tu as reçu cet appel-là? T'étais-tu loin ou? Ben oui, j'étais pas loin. Je me dirigeais vers le journal, là, qui est pas tellement loin de la rue Wolfe, pour ceux qui connaissent Montréal. Là. Et comme c'était pas un appel très urgent, j'aurais pas traversé la ville pour couvrir un événement comme ça, mais j'étais pas loin. Il se passait rien ce matin-là. Je me suis dit, tant que tu continues à rouler ailleurs, je vais aller voir sa rue Wolfe, qu'est-ce qui se passe? Et c'est en arrivant sur place que j'ai vu toute l'installation, les pompiers étaient là, la police, la grande échelle, ce qu'on appelle l'échelle Mesgirus, tout était installé. Et là, j'ai bien vu qu'il se passait quelque chose, mais je savais toujours pas qu'un individu était dans l'arbre, qui voulait mettre fin à ses jours. Ça, je l'ai appris sur place. Mais en arrivant sur place, tu pensais que c'était un incendie. Tu me dis qu'il y avait des camions de pompiers et tout ça, avant que tu te rends compte qu'il n'y a pas de feu, qu'il n'y a pas de flamme. Non, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas de feu parce que les échelles étaient installées. Les pompiers étaient dans l'échelle, mais pas en habit de pompier. Ils étaient en civil, qu'on peut dire, dans l'échelle. Alors, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et plus j'avançais, plus je regardais l'environnement, tout en me dépêchant là, avec les caméras au cou. Il y avait une ambulance, il y avait une civière déjà installée sur le bord du trottoir. Là, je ne comprenais pas là, ce qui se passait. Et là, quand je suis arrivé, les gens sur place m'ont dit « Oui, regardez en haut, il y a quelqu'un dans l'arbre. » Ah là là, ouais. Puis là, j'ai posé des questions aux gens qui étaient autour, les curieux, qui m'ont dit « Oh, il veut s'acheter en bas. » Il saute d'une branche en branche. Et là, le pompier qui était dans l'échelle s'approchait tranquillement. J'ai bien vu qu'on tentait par tous les moyens de l'empêcher de sauter. Pour revenir à l'appel du répartiteur, le fait qu'il ne mentionne pas que c'est quelqu'un qui veut se suicider sur les ondes, est-ce que c'est justement pour éviter que des médias se rendent sur place? C'est possible. Je présume que ça peut être ça aussi, qu'on ne voulait pas alerter les médias pour rien. Mais j'ai surtout compris ça comme étant un exemple, un changement de relève. Les policiers qui étaient sur les lieux devaient aller dîner ou changer, terminer leur corps de travail. Alors, ça prenait d'autres policiers pour aller les remplacer. C'est ce que j'ai compris que le recul après. Quand je suis arrivé sur les lieux, ça faisait déjà 1 heure que les pompiers étaient installés. Donc, peut-être que l'appel initial, voilà 1 heure, que peut-être on a mentionné, là, homme en détresse, quelque chose comme ça. Moi, je l'ai attrapé 1 heure après que l'événement était commencé. Et il n'y avait pas d'autres médias sur place quand tu es arrivé? Il y avait un caméraman d'une télé anglophone à Montréal, c'est tout. Il n'y avait pas d'autres photographes. Donc, conte-moi exactement ce qui se passe sur place. Tu es là, tu prépares ta caméra, tu vois qu'il est d'en haut. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il saute immédiatement? C'était quoi exactement l'ambiance qu'il y avait là? Je me suis rendu compte que l'ambiance n'avait pas l'air aussi sérieuse que je pensais pour quelqu'un qui veut se suicider. Quand le pompier qui était dans l'échelle s'approchait pour essayer de le dissuader en dialoguant avec, là, dans l'article du journal, d'ailleurs, on l'explique, la façon de procéder dans des situations comme ça pour désamorcer le drame. Ou plutôt l'ancienne façon de procéder. Oui, aussi. Ça, c'est plus la même chose aujourd'hui. On va en reparler, mais c'est pas la même chose aujourd'hui. L'approche n'est plus la même aujourd'hui, oui. Effectivement.
À ce moment-là, il y avait même, ce que je trouvais bizarre, un peu des blagues, pas des blagues, là, mais un commentaire d'un policier qui m'a dit, ben non, il va redescendre, on va réussir à le convaincre. Normalement, quelqu'un qui veut se suicider, il serait fait longtemps qu'il serait tombé, ça ferait longtemps qu'il l'aurait fait, qu'il aurait sauté. Il prenait pas ça au sérieux, en fait. Il y avait après 1 heure, je pense, je me suis rendu compte que certaines personnes ne prenaient pas trop ça au sérieux. Mais moi, en tant que photographe, je me suis dit, oui, il faut que je sois prêt. Si jamais ça arrive, il faut que je sois prêt pour mon image. Est-ce que l'individu avait de l'air en panique? Est-ce qu'il criait? Est-ce qu'il avait de l'air en détresse? Ou comment que c'était? Non, c'est ça que tout le monde a été surpris de voir comment il était en contrôle de ce qu'il faisait pour sauter d'une branche en branche. Après ça, se rendre sur le toit de l'édifice qui était à proximité parce que l'arbre touchait presque au toit. Revenir sur les branches. Il fallait quand même qu'il soit habile, qu'il puisse se déplacer. Et quand le pompier, toujours le même que je vous parlais, qui voulait essayer de le convaincre, il s'approchait. Il a même sorti un couteau à cran d'arrêt qui s'est mis en dessous de la gorge, en voulant dire « approche-toi pas ». En plus, là, je suis décidé. J'ai même un couteau pour aller plus loin dans son geste. Donc, tu me dis que le Magirus est déployé puis il y a un pompier qui est près de l'individu. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bien, je vois qu'ils sont en discussion depuis déjà longtemps. Comme je l'ai dit tantôt, le pompier n'est pas une menace. Il n'arrive pas en habit de pompier avec son chapeau et tout ça. Alors, j'imagine qu'ils veulent essayer d'établir un lien de confiance pour essayer justement de raisonner la personne, qu'on a identifié après comme étant un jeune marin portugais qui venait d'arriver à Montréal quelques jours auparavant. Là. C'était assez particulier comme situation. Hein. Donc là, l'individu est dans l'arbre. Toi, tu prends des photos. Tu sais pas encore s'il va sauter ou non, mais tu fais quand même ta job de photoreporter. Tu captes plein d'images de lui qui est dans l'arbre. Est-ce que tu t'attendais à ce qu'il saute? Non, absolument pas. Absolument pas. Et j'avais commencé à faire des photos on parlait technique, là, au grand angulaire, 28 mm, pour avoir une vue générale de la scène. J'ai eu le temps même, parce que j'ai toujours avec moi à ce moment-là 2 caméras. Aujourd'hui, toutes les lentilles zoom comprennent toutes les focales. Alors, j'avais une caméra avec un grand angulaire. L'autre appareil était muni d'un téléphoto assez puissant. Donc, j'ai réussi à faire des gros plans de l'homme dans l'arbre, où on voit très bien la lame du couteau. On peut le reconnaître très, 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 très proche. Et après ça, je revenais avec mon autre caméra, plan large, et je discutais avec les pompiers, les policiers qui étaient restés au sol. Il y avait un seul pompier dans l'échelle. Tout le reste de la brigade était autour et ça parlait, ça discutait. Ça discutait de l'événement. C'est ça qui était spécial. C'est comme si les gens n'étaient pas en attente de quelque chose. Mais moi, mon métier, c'est que s'il arrive quelque chose, il faut que je sois prêt. Donc, les caméras étaient, on dit toujours, là, ajustées, là, prêtes à prendre la photo avec, les ajustements techniques de la caméra. Aujourd'hui, c'est tout automatique, là, mais il y a 50 ans, c'était pas ça. À un certain moment, même, je suis un petit peu, moi aussi, comme les autres qui sont en observation de l'événement. Je relâche mon attention là, un peu. Je discute avec les gens. Quand j'entends un bruit de craquement de branches, là, je me rends compte qu'il y a quelque chose. Il tombe, là. Et j'ai à peine le temps de prendre la caméra grand angulaire et de faire une photo au moment où il tombe. Et après ça, bien entendu, il tombe sur l'asphalte. Alors là, j'ai le temps de prendre une deuxième photo. Mais j'avais pas de caméra motorisée, même à l'époque. Là. On remonte loin, là. Je commençais dans le métier, même si ça faisait quelques années que j'étais au journal. J'avais pas l'équipement des caméras motorisées. Sinon, j'aurais eu, comme aujourd'hui, la séquence au complet. J'aurais pu choisir l'image que je veux, bien cadrée. J'en avais qu'une seule, celle qu'on voit sur la photo. Donc, la personne s'est suicidée, son corps est tombé à peine à quelques pieds de toi. Oui, puis je me rappelle encore le son que ça a fait. Là, c'était assez tragique. Là, et peut-être même que j'étais peut-être un petit peu trop près. Il aurait peut-être pu tomber sur moi, même tellement que j'étais proche de la scène. Il n'y avait pas, comme on l'a aujourd'hui, là, les périmètres de sécurité n'étaient pas les mêmes. Les photographes, j'aurais presque pu monter dans l'échelle avec le pompier. Et puis dès que le corps est arrivé au sol, là, ça a été le silence complet sur la rue Wolfe. On n'entendait plus rien. Tout le monde venait de réaliser que le pire était arrivé. Donc, c'est une évidence que la personne était décédée? Oui, absolument. Sauf qu'il y a quand même un protocole à respecter. Là, on n'a pas tenté de le réanimer, mais on l'a transporté rapidement sur la civière, dans l'ambulance, jusqu'au centre hospitalier. On a dû sur place reconfirmer le décès. Mais la personne qui était le plus en choc après l'événement, c'était le pompier. Parce que le pompier avait réussi à s'approcher assez près de l'individu pour agripper sa chemise et il était certain de l'avoir sauvé en le tenant. Mais la réaction de l'homme qui s'est suicidé a été de se lancer lui-même. La chemise a déchiré. Le pompier restait avec la chemise de l'individu qui est tombé au sol.
C'est pour ça, quand je regarde la séquence des photos ici, quand il est dans l'arbre, il y a une chemise, mais au sol, il n'y en a plus. Oui, oui, et lui a eu tout un choc, là, on en reparle dans l'article, là, on a fait un encarté, comme on dit, là, et lui a subi tout un choc parce qu'il était sûr d'avoir sauvé quelqu'un d'un suicide alors qu'il restait avec la chemise dans les mains. Tu me parles de l'article, justement. Ça a été diffusé dans Montréal Matin, mais je vois qu'il y a eu plusieurs photos. Non seulement qu'il y a eu plusieurs photos diffusées de l'événement, mais aussi une première page de cet événement-là. Je ne sais pas si c'est autre mœurs, autre époque, mais c'est pas un peu macabre de voir quelqu'un qui se suicide en première page du journal? Oui, mais on parle de l'époque. On était dans les années 70, quand il y avait des personnes brûlées dans des incendies, des criminels qui ont été assassinés. Les photos étaient publiées sans restriction. Là, c'était une autre époque. Et c'est sûr que dans le journal, il y en a eu d'autres dans la même année, des suicides, mais on ne les publiait pas. Parce que, ne serait-ce que par respect, si une personne s'est suicidée sous les roues d'un camion ou d'un autobus, les images ne sont pas les mêmes. Dans ce cas-là, l'image était quand même pas explicite. Est-ce que ça t'arrivait souvent d'avoir à côtoyer la mort dans ton métier? Oui, ça, là, si on rentre là-dessus, oui, à plusieurs reprises, tous les événements tragiques qui menaient à la mort, les médias, on les couvrait. Un incendie avec des pertes de vie, des noyades. Donc, j'ai souvent fait des photos où on allait rescaper des corps dans les cours d'eau. Montréal est une île. Ça arrivait souvent qu'on ramenait des noyés à la rive. C'est ça, il y a plusieurs situations de faits divers qui se terminaient par une mort. Et j'ai eu à côtoyer, comme tous les autres corps de métier qu'on appelle les premiers intervenants. Les pompiers faisaient face aux mêmes choses. La police, les ambulanciers, les gens des transports funéraires, tous ces gens-là, tous ces métiers-là côtoient la mort, comme les photographes, on l'a fait aussi. Mais toi, est-ce que tu arrivais à te détacher de tout ça quand tu arrivais le soir après ta journée de travail? Oui, parce que c'était, on peut dire sur le pilote automatique, un peu comme les autres premiers intervenants sur les scènes, voyaient les mêmes choses que moi. Ça s'accumule, on y pense. Dans le quotidien du travail, on passe par-dessus, on a un autre événement à faire après. Ce qui me restait dans la tête le plus souvent, c'est quand, ça fait drôle à dire, c'est quand la personne ne mourait pas. C'est-à-dire que si je voyais un blessé en souffrance, des jeunes enfants, parce que j'en ai fait des accidents où c'était des jeunes enfants impliqués, là, c'est pas évident là, à éliminer. Là. Et quand on voit un accident de travail où il y a eu 2 morts, les gens sont en dessous des bâches de protection, on fait ça comme n'importe quel autre événement. J'espère que ça t'est jamais arrivé que tu connaissais la personne en arrivant sur les lieux d'un accident ou d'un événement? Non, mais j'ai eu le mot anecdote est assez spécial à dire. C'est arrivé, je l'avais lu aux États-Unis. Un photographe avait photographié un accident de la route en pleine nuit dans les années 60 où il n'y avait aucun éclairage sur la route. Les photographes, à ce moment-là, travaillaient avec des flashs ultra puissants et c'était pas la même technologie. Et le photographe, je me rappellerai de l'histoire, avait découvert dans la chambre noire, en développant ses photos, que la photo en question, c'était son enfant dans l'auto qu'il n'avait même pas reconnu sur les lieux d'accident. Et là là. Ouais, ça, c'est encore plus élevé, là, on peut dire, que ce que j'avais vécu. Donc, tu as été, somme toute, chanceux à travers ta carrière que ça t'arrive pas une histoire de la sorte. Ah oui, ça, je suis bien content, là, c'est ça. Effectivement, ça ne m'est pas arrivé. J'aimerais revenir aux témoins de la scène sur la rue Wolfe qui attendaient à la limite à savoir si l'individu allait sauter ou non. Tu trouves pas ça spécial, l'attrait que les gens ont pour la mort dans des événements comme ça? Oui, sur la rue Wolfe, les gens n'avaient pas à se déplacer. L'événement est arrivé chez eux, pas dans leur cour, là, dans leur rue. La rue avait été isolée aux 2 extrémités, donc il n'y avait pas un attroupement de badauds qui venaient de l'extérieur. Quand un événement tragique arrive sur un chantier de construction, un accident de la route, la foule est là, la foule s'approche pour voir ce qui se passe, et s'ils apprennent qu'il y a eu un décès, ils vont s'attrouper pour voir la personne quand elle va sortir. Là. Je n'entrerai pas dans trop les détails. Je me rappelle d'ailleurs un autre événement tragique là, dans le sud-ouest, un incendie où le père, 2 des 3 enfants étaient décédés dans l'événement, et on avait fait des photos, il avait été publié dans le journal local. Certaines photos étaient assez dures à regarder, mais ils étaient publiables quand même. Ce qui m'avait vraiment, vraiment surpris, c'est que 2 ou 3 semaines après l'événement, après la publication, le fils survivant m'avait appelé au journal parce qu'il avait vu que j'avais des photos de l'événement et il voulait savoir si j'avais d'autres photos qui n'avaient pas été publiées. J'ai dit oui, pourquoi? Je vais vous les acheter, j'aimerais ça les avoir. J'écoute, c'est des photos de ton père et le reste de la famille qui sortent de... Tu sais, je rentre dans les détails, là, qui sortent quand même dans un état assez piteux là, de l'incendie.
Oui, mais ça fait rien, je les ai achetés, je les sais, j'aimerais ça les avoir. Il voulait les voir quand même. Oui, ce que j'ai fait pendant des semaines et des semaines, j'ai dit, ouais, mais les négatifs sont au bureau, sont au journal. Non, je les ai ramenés à la maison. J'ai jamais voulu donner suite à ça. Même s'il aurait voulu les acheter ou y donner, je me sens là, je trouvais qu'on poussait un petit peu loin le commerce, on peut dire, là, de la mort. Là, on va y aller directement. Mais j'ai eu ma réponse quelques années après. Lors d'un voyage à Baie James pour une inauguration de G4 à Baie James, il y avait à côté de moi dans l'avion le psychologue industriel qui travaillait pour Hydro-Québec. Alors là, j'en ai profité pendant le voyage pour lui poser des questions assez directes. Je vais vous expliquer pourquoi un survivant d'une famille décimée dans un incendie veut avoir des photos et est prêt à les acheter. Là, je ne comprenais pas. Là. Je me suis dit, là, c'est pas l'attrait de la mort par des inconnus. C'est quelqu'un de la famille qui veut des photos de personnes brûlées. Là, je ne comprenais rien. Il m'a expliqué que selon son point de vue, c'est que c'était probablement le seul événement important dans cette famille. C'est le seul événement important, même s'il est tragique. Les gens veulent garder un souvenir, entre guillemets, de cet événement-là. Ça m'avait vraiment dépassé. Mais éthiquement parlant, je pense que tu as bien fait de ne pas leur remettre les photos, même si eux, ils tenaient. Moi, je pense vraiment que ça leur aurait causé, à la limite, un traumatisme pour eux autres. Même s'ils voulaient absolument avoir les dernières images de leur père, c'est sûr que ça aurait causé un traumatisme de voir ces photos-là. Oui, déjà qu'ils découpent la page du journal où celle qui avait été publiée était là, mais de là à vouloir en voir d'autres, il y en a-tu d'autres qu'on n'a pas vues? Ça, je trouvais que c'était un petit peu plus poussé. Alors que dans d'autres événements, on va dire, là, de morts criminelles, tu sais, des gens de la mafia, des motards qui ont été assassinés. Toujours dans ces années-là, j'avais des photos là, bien avant que les gens de la morgue recouvrent le corps. Là, et les photos étaient publiées de façon assez directe dans le journal. Et j'ai jamais eu de commande de photos. Mais je dis, ça faisait partie du métier. On faisait de l'argent avec ces photos-là parce que les photos étaient revendues après ça à des hebdomadaires spécialisés en photos criminelles. Là. Ça s'appelait Allopolice, Photopolice. Et pour faire un lien entre les photos et l'argent, là, des photos assez macabres, là, ben, j'ai gagné un prix, un premier prix pour la photo du suicidé au Montréal Matin. Un concours à l'interne. J'ai gagné d'ailleurs 2 fois le premier prix pour une photo qui était plus artistique. Et dans ce cas-là, ben, pour une photo qui était plus exceptionnelle, originale, on peut dire, là, de faire la photo au moment que la personne tombe. Fait que peu importe le contenu de l'image, toi, comme photographe, tu étais quand même fier de recevoir ce prix-là. Là. Oui, nonobstant le fait que c'est tragique, qu'il y a une mort au bout, c'était quand même... Donc, je commençais au journal, je commençais dans le métier. C'est un peu un trophée pour un photographe là, d'obtenir une image comme ça. Je reviens encore sur cette idée-là. Je trouve qu'il faut quand même être fort pour être capable, à la fin d'une journée, de capter des événements comme ça et d'être capable de complètement oublier et passer à autre chose comme si de rien n'était. Je trouve ça quand même assez spécial, honnêtement. Ben, moi aussi, en le faisant de façon quotidienne, j'étais même surpris moi-même de couvrir des événements tragiques puis que ça m'affecte pas plus que ça. Donc, tu as toujours été à l'abri de ça? Je pensais être à l'abri de ça. Parce que dans le cas, on revient à la photo du suicidé, et ça, je l'ai noté, là, je peux même te le dire, 26 ans et 9 jours plus tard, là, j'ai eu un retour de cette photo-là. Dans quel sens un retour? Ben, c'est que vous vous rappelez les événements du World Trade Center, les tours. Mm-hmm. Bon. Ah oui. Bon, la fameuse photo. La fameuse photo de Falling Man, l'homme qui tombe, ben, ça ressemble beaucoup à mon homme qui tombe. Ah ben oui. Et 26 ans après, en voyant ça à la télé, on voit l'homme qui tombe, c'est la même silhouette que mon homme à moi qui tombe. Ouais. Et là, j'ai eu une réaction physique, on peut dire incontrôlable. Je ne compare pas ça à ce qu'un militaire qui revient du front, là, ce qu'on appelle le syndrome post-traumatique, mais à une petite échelle, c'est effectivement ce qui m'est arrivé. J'ai vu l'image. Et ce que j'ai eu comme mémoire, c'est la mémoire sonore du bruit que fait la personne quand elle arrive au sol. Et c'est là que ça m'a frappé. J'en revenais pas de voir comment qu'une petite image à la télé là, venait me chercher. J'en avais même des frissons dans les bras à l'époque, je m'en rappelle. Et là, on peut dire que, bon, oui, tu passes par-dessus. Mais quand ça te revient comme ça, c'est assez spécial. Et le même phénomène est arrivé au photographe en question qui, au World Trade Center, a fait cette photo-là. Et je me rappelle du photographe, c'est Richard Drew de Associated Press. C'est lui qui a fait la photo de cet homme-là qui tombe. Et il a expliqué que ce qui l'avait le plus frappé à ce moment-là, et lui et les autres témoins, c'est le bruit, je vais le dire, encore, des corps qui s'écrasent en bas. Alors, c'est ça qui m'était resté en mémoire sonore. Donc, toi, en voyant cette image-là, c'est même pas l'image qui t'a marqué de la photo du Falling Man. Tu t'es imaginé le son à cette époque-là, parce que tu regardais l'image, il n'y avait pas de son à la télé de corps qui tombe. Non, là. Exactement, mais c'est comme si je regardais l'image et je faisais comme un décompte à mesure que la personne tombait. Je savais au moment où on la voyait plus à l'écran,
qu'est-ce qui se passait au sol. Ça m'est revenu. Alors, quand tu dis tantôt, là, tu fais ça sans qu'il y ait de suite, ben non, effectivement, il y en a des suites. Je l'ai su bien longtemps après. Et on s'entend que ce bruit-là, c'est pas un bruit qu'on a l'habitude d'entendre non plus. Je ne recommande pas à personne d'entendre ce bruit-là. C'est assez spécial. Pour faire un parallèle entre ta photo et la fameuse photo du Falling Man, je trouve qu'il y a quand même une différence notable. La personne du World Trade Center, le matin, quand elle a commencé sa journée, c'était pas pour se suicider non plus, là. Non, c'est ça. Alors que mon type à moi, de la rue Wolfe, lui, c'était ça son intention. Il s'est jeté en bas de l'arbre volontairement. Au World Trade Center, d'ailleurs, il y a eu des enquêtes de fait. Est-ce que la personne a glissé? Est-ce que la personne a tombé? Elle voulait fuir la flamme de l'avion là, qui brûlait. Et à ce moment-là, ils ont dit que c'est pas un geste volontaire de suicide. Et ça a été même considéré, au point de vue légal, comme étant une victime d'homicide de l'attaque des 2 tours. Et le photographe en question, il y a une phrase célèbre que j'ai gardée après ça pour moi, parce qu'on lui a reproché, quand la photo a été publiée aux États-Unis, d'être macabre, de publier une photo de mort. Il y a eu tant de morts là-dedans. Il a expliqué, et c'était vraiment particulier, il a dit « J'ai pas photographié la mort, j'ai photographié les derniers instants de vie d'un homme. » Avec tout ça, je trouve que c'est quand même une bonne chose aujourd'hui de voir qu'un événement de la sorte serait peut-être couvert de la même façon, mais que ce ne seraient pas les mêmes photos qui seraient publiées. On voit plus ça aujourd'hui. S'il y a un suicide, on ne voit pas la séquence de l'homme qui sauterait d'un arbre, qui sauterait d'une fenêtre. Ça ne serait pas abordé de la même façon, en tout cas. Non, on l'a vu à l'occasion, là, des gens qui montent sur des charpentes, un exemple, un pont, qui veut justement mettre fin à ses jours. Ça va être couvert, la circulation va être arrêtée, les médias vont couvrir, on va voir les pompiers installés. Si la personne, effectivement, saute, on ne la verrait pas de publier, on ne la verrait probablement pas à la télé, mais avec les médias sociaux, tout le monde va la voir pareil. Oui, et la grosse différence aussi, c'est qu'avec les médias sociaux, non seulement on aurait accès à ces images-là dites macabres, mais ça serait dans l'instant présent. Il y a même des diffusions en direct de ces événements-là. Oui, aujourd'hui, le direct du citoyen là, passerait par-dessus les médias. Je te remercie de nous avoir raconté l'histoire autour de cette photo, qui est quand même triste et funeste, mais il faut le dire, des situations comme celle-là, ça faisait aussi partie de ton métier de photoreporter. Bon, ben, merci encore. Ça m'a fait plaisir. À la prochaine. N'oubliez pas d'aller voir toutes les photos et articles reliés à cet événement sur nos réseaux sociaux et de visiter notre site internet autourdunephoto.com. Autour d'une photo, l'histoire devant l'image. Si pour toutes sortes de raisons cet épisode vous provoque des émotions, n'hésitez pas à contacter les services d'aide en composant le 988 ou le 1866 appel.